créer un État qui est presque partout dans la vie économique. Mais ce n'était pas nécessairement la voie socialiste, ce n'était pas une nécessité obligatoire. Vous pouvez avoir un socialisme différent. Pour ce membre éminent du bureau politique du Parti communiste, Cuba doit s'engager sur la voie des réformes économiques sans pour autant renoncer à son idéologie. Il faut réduire les dépenses de l'État cubain pour maintenir les principaux acquis de la révolution. L'éducation, la santé, la culture et la sécurité sociale. Il s'agit, dans d'autres mots, de construire le socialisme possible à Cuba aujourd'hui. À Cuba, l'État est présent dans tous les secteurs d'activité. Même les parqueurs de voitures sont des fonctionnaires payés par le gouvernement. Il n'est pas rare que 3 personnes travaillent pour un seul poste. Un énorme dégraissage est à l'ordre du jour. Les autorités entendent supprimer 1 million d'emplois publics d'ici 5 ans. Le mot d'ordre désormais à Cuba, c'est de favoriser la liberté d'entreprendre. Alejandro, qui travaille encore pour l'État, en est bien conscient. Au volant de sa vieille américaine qui ne lui appartient pas, le chauffeur de taxi public songe à l'avenir. Si yo compro un coche de esto nuevo, por ejemplo, en el caso de este, es un coche privado, el taxi, trabajo para mí, o sea, tienes que pagarle una mensualidad al Estado y ya ese dinero es tuyo. Por un mes son alrededor de, o sea, va en dependencia del turismo como esté entre 270 o 280. ¿Pesos? Sí. Y igualmente, en el caso, si tú compras... Del sector privado, bueno, viene siendo, pagando los impuestos del taxi, viene siendo aproximadamente unos 400 pesos. ¿Es más? Sí, es más. Il y a encore 3 mois, Alejandro n'aurait même pas pu songer à ce projet. L'État interdisait la vente et l'achat de voitures. Mais voilà, les choses s'accélèrent et les petites initiatives privées gagnent du terrain. Le chauffeur nous dépose devant le Capitole de la Havane, où il retrouve son ami Carlo. Este es el padrino de aquí de La Habana. Baja un poquito la música, Carlos. Él paga una licencia por gestor de pasaje. ¿Ves? Trabajador por cuenta propia. Sacarlo un poquito. Mira, por cuenta propia. Ese es el, o sea, lo que lo identifica como trabajador por cuenta propia. Carlo, en effet, était l'un des premiers à devenir indépendant. Il a trouvé un bon filon pour gagner de la devise. Il gare tous les jours sa voiture personnelle qu'il a restaurée devant l'un des plus célèbres édifices de la Havane, puis fait payer les photos aux touristes. Pour lui, les affaires marchent plutôt bien. Es un hombre más rico que tú. No, yo no soy rico. No. Yo vivo gracias a la revolución y al comandante Fidel Castro. Le pido mucha salud para Fidel. Sabe nuestro comandante. No, no, conmigo no es maya. Claro. Ni maqueta. La concentration de richesses reste un sujet tabou à Cuba. Comme la majorité des Cubains, Carlo est méfiant. Il ne nous adressera plus la parole et mettra en garde son ami. Ven acá, Carlos. Sacamos los palestinos. Seguro. Aquí es lo que yo te estoy diciendo. El sector privado, lo que tú tienes que decir que tú piensas de eso. Ya más nada. Ce soir, nous retrouvons nos brigadistes belges qui vont vivre dans quelques instants une expérience particulière dans une ville du sud de l'île. Ils vont découvrir un CDR, un comité de défense de la Révolution, une organisation que l'on retrouve dans chaque quartier et qui est reliée aux plus hautes sphères de l'État. Ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment les gens de la rue, c'est monsieur et madame tout le monde. Il n'y a pas de personnage important, on ne va pas voir un expert, on ne va pas voir des personnes qui vont nous faire des discours autorisés ou quoi. C'est vraiment des Cubains, monsieur et madame tout le monde, comme je disais. Pourtant, rien n'a été laissé au hasard et la réception se veut protocolaire. Les habitants du quartier sont tous là pour accueillir les brigadistes. Tous ont été mobilisés par les autorités, les façades sont ornées de slogans et l'heure est au patriotisme. Ça nous donne quand même une certaine valeur parce que jusqu'ici, retirer de mauvaises herbes,
On ne savait pas trop si vraiment on était là pour aider Cuba et comment on s'était vu par les Cubains. Et cette impression qu'on a ici, c'est vraiment très valorisant pour nous et par rapport au travail qu'on a presté. Ouais. La rencontre de ce soir se veut informative. Yamile, la coordinatrice du CDR d'un de ces pâtés de maison, tient à montrer que les Cubains vivent dignement. Les brigadistes belges sont conduits dans son appartement. On voit comment ils vivent dans un immeuble comme ça. Elle a 15 ans, donc c'est sa fille, c'est la chambre de sa fille. Chaque pièce de l'habitation est présentée aux visiteurs étrangers qui n'avaient pas encore eu l'occasion d'aller chez l'habitant. Está muy bien arreglado. Donc la maman a un problème au pied. Elle a... Après le confort des habitations cubaines, c'est les mérites du système de santé cubain qui sont vantés par Yamile. Les Cubains ont développé un vaccin. Et donc, elle a été vaccinée il y a peu. Et donc, voilà. Normalement, on aurait dû lui amputer le gros orteil où elle s'était blessée. Et grâce à ce vaccin, en fait, on peut la soigner. Elle est en train de récupérer et c'est pratiquement fini. Les Belges ne s'attarderont pas dans l'appartement. C'est qu'en bas, on les attend pour leur expliquer en quelques mots l'histoire des CDR, ces comités de quartier qui sont nés après le triomphe de Fidel. Officiellement, ils avaient pour but de traquer les contre-révolutionnaires. Y entonces se hace necesario en un momento determinado buscar una forma de organización de la sociedad como tal, una organización de masas que permitiera establecer un sistema de vigilancia. Eso se organizó en pequeñas células que agrupaban a partir de, digamos, zonas, cuadras, que es como está dividida las calles, digamos, de las poblaciones, de las ciudades. Les CDR revendiquent quelques 8 millions de membres au sein d'une population qui compte quelques 11 millions d'habitants. On les retrouve partout dans la société cubaine. Ces missions se sont élargies avec le temps, entretien de la voirie, organisation de collecte de sang ou encore préparation des campagnes de vaccins. Les comités de défense de la Révolution jouent aussi un rôle politique en faisant remonter vers le haut des points de vue touchant à la vie quotidienne. Ce qui fait dire à ses détracteurs que c'est un réseau de mouchards. Il y a énormément de fonctions et on cite toujours celle de surveillance. Et dans cette fonction-là, il y a peut-être, et à mon avis, il s'agit pratiquement de dérapage, une toute petite fonction là où il s'agit de, de mouchardise ou ce genre de choses-là. Par ailleurs, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir développé cette institution sur tout le pays, simplement pour une histoire de mouchards. Ce n'est pas un système à la roumaine, on en est loin. Après une heure d'explication, certains membres du groupe se laissent convaincre par le rôle social et protecteur des comités de défense de la Révolution. C'est à la fois pour l'État, mais c'est à la fois pour le quartier lui-même. Et ça, c'est très important. Donc, ils s'occupent du quartier aussi. Ils ont dit, les enfants vont ensemble à l'école. Si quelqu'un est malade, quelqu'un d'autre s'en occupe. Si jamais la famille doit travailler, rien que pour le quartier, déjà, c'est fort important. Maintenant, le rôle qu'ils ont dans l'État, il a peut-être changé au cours du temps, mais je pense que c'est très important. Et on voit bien que, bon, c'est pas une image, quoi. Ils sont tous là. Ils sont tous là. C'est chouette. Des femmes, des enfants, c'est chouette. Roselyne est convaincue, mais d'autres se montrent plus dubitatifs. On a l'impression d'être ici dans un stage où on nous donne de l'information. Une information qui va souvent toujours dans le même sens, on nous montre beaucoup, etc. Je reste critique parce que c'est peut-être dans ma personnalité et que je ne suis pas une grande militante communiste à la base. Mais je suis venue aussi pour voir les bons côtés. Donc c'est clair que quand on vient dans un pays qui a quelque chose à défendre comme ça, il y a des choses qui se répètent, qui sont toujours les mêmes. Ils remettent toujours les mêmes choses en avant, genre le droit à la santé, les docteurs, les vaccins, c'est génial, etc. Le droit à l'éducation gratuite pour tout le monde. Et puis à côté de ça, il y a d'autres choses qui sont peut-être un peu plus c'est de côté, genre la liberté de la presse, on ne l'a jamais abordée. Et ni les dissidents qui ne sont pas les dissidents payés par les Américains, ça aussi on n'aborde jamais. Or je pense qu'il y a des Cubains qui sont sans doute pas très contents du régime, qui ne sont pas satisfaits parce que ce régime ne satisfait pas tout le monde. Un régime dur qui emprisonne ses dissidents. Voilà l'une des critiques que le chef de la diplomatie cubaine a l'habitude d'entendre venant d'Européens. Bruno Rodriguez les exhorte de s'occuper de leurs affaires. Bueno, son netamente un acto de injerencia. Nosotros somos muy respetuosos
del derecho internacional, pero no aceptamos ser tratados sino como iguales. Es doloroso también que la crisis en Europa se descargue sobre las espaldas de la gente de menos recursos, sobre sus trabajadores, sobre sus desempleados, sobre sus pobres. Y lamentablemente hay estratos de pobreza en países que, sin embargo, son muy ricos. Es lamentable como en Europa se descarga el efecto de la crisis sobre los inmigrantes. Y uno ve con dolor esos hechos y se da cuenta que hay mucha hipocresía y doble rasero en los planteamientos europeos sobre derechos humanos. Pour le ministre des Affaires étrangères cubain, la plus grande violation des droits de l'homme est le fait de ce voisin si puissant, les États-Unis, qui imposent depuis 50 ans un embargo à La Havane. Cuando nosotros tratamos a niños con cáncer, podemos salvar su vida en los niveles en que la ciencia de nivel mundial lo permite. Pero las mejores drogas para evitar los efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia están protegidas por patentes norteamericanas y no están a nuestro acceso. À Cuba, le blocus américain est un élément mobilisateur, le ciment d'une nation qui se veut toujours à la pointe de la résistance contre toute forme de domination étrangère. Pour beaucoup, Che Guevara est celui qui symbolise le mieux cette ténacité face aux puissants. 44 ans après sa mort, ils sont encore nombreux à se souvenir de ses faits d'armes. Aujourd'hui, les brigadistes sont venus lui rendre hommage à Santa Clara. Ça fait partie du voyage, c'est ça, c'est symbolique et ça représente tout ce qui se passe encore aujourd'hui à Cuba pour le moment. Et voilà, c'est important de comprendre ça pour pouvoir comprendre le reste. Et dans l'autre sens, vice-versa aussi. Et c'est important de venir déposer cette gerbe de fleurs. C'est-à-dire que moi je ne le ferai pas naturellement. Mais dans le cadre du voyage et par rapport aux Cubains, eux qui trouvent ça tellement important, voilà, il faut marquer une marque de respect par rapport à ce qui s'est passé, pour se souvenir de l'histoire et de ce qu'on a encore à défendre aujourd'hui. Morgan et le groupe iront ensuite visiter le mémorial dédié à l'Argentin. Les ossements du Che sont réunis sous cette statue dans une pièce interdite aux caméras. À leur sortie, les Belges paraissent émus. C'est jamais que des êtres humains, hein. Le Che, c'est un être humain comme toi et moi. Oui, c'est ça qui est bizarre. Moi, j'ai l'impression que c'est un mythe, en fait. J'ai parlé à un médecin cubain qui a débarqué en Érythrée, au fin fond des montagnes d'Érythrée. Tu sais même pas où ça se trouve, hein, c'est près de l'Éthiopie. Bien, quand j'étais arrivé, qu'il disait qu'il était cubain, ah, Che Guevara, Che Guevara, il connaissait. Alors que c'est des gens qui n'ont même pas la radio, je veux dire, c'est... Le voyage touche tout doucement à sa fin. Pour Morgan, Roselyne et les autres, il est presque temps de faire le bilan de ce périple. Le soleil se couche sur la Havane. Comme chaque soir, c'est sur cette jetée face à la mer, le Malecón, que les Cubains se réunissent. Elle est bien loin, l'époque où leur île faisait des vagues, l'époque où les peuples opprimés d'Afrique ou d'Amérique latine regardaient Cuba comme on cherche un phare en pleine tempête. Mais contrairement à ce que pensaient certains, l'île et son régime tiennent toujours debout malgré les difficultés. Et c'est ce qui a séduit les Belges qui s'en vont dans quelques heures. Ce n'est pas un pays fermé, bloqué, qui reste sur cette base qu'il avait mis en place il y a 50 ans. C'est un pays qui évolue énormément et qui écoute son peuple et qui regarde quelles sont les solutions qu'il pourrait mettre en place pour avancer et pour justement sortir de ces soucis économiques. On a plutôt l'impression que Cuba doit être parfait pour être accepté. Les États-Unis n'acceptent pas Cuba parce que c'est soi-disant une dictature ou parce que, pour plusieurs raisons, il faut que le pays soit parfait pour être accepté, mais aucun système n'est parfait dans le monde. Mais je pense que ça s'ouvre vraiment de plus en plus. J'ai remarqué qu'on était vraiment à un moment charnière à Cuba. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant aussi d'avoir fait ce voyage. C'est parce qu'on a compris des choses qui vont changer, qui étaient le cas avant, qui ne le sont déjà plus. Il y a des réformes qui datent de 2 semaines, d'1 mois. Je pense que c'est très intéressant d'avoir fait le voyage maintenant. Il faudrait peut-être le refaire même d'ici quelques années pour voir comment ça a évolué.